Salut à toi public. Donc nous allons faire la correction d'un sujet qui est sorti au bac au sujet de la construction d'une maison passive. Donc dans un premier temps, on définit une maison passive. C'est une maison dont les besoins en chauffage sont inférieurs à 15 kWh par mètre carré habitable. Alors que pour une maison traditionnelle, on est au moins sur un facteur 10 à 20 supérieur. On nous donne la conversion ici, 1 kWh correspond à 3,6 MJ, ça va être important à la fin de l'exercice. Et là, il y a deux notions qu'il faut absolument maîtriser dans ce chapitre, à savoir la résistance thermique et le flux thermique. La résistance thermique, typiquement, c'est la capacité qu'a un matériau à s'opposer au transfert d'énergie sous forme thermique. Alors certainement, comme tu l'as vu dans les petites animations, il y a trois modes de transfert thermique: conduction, voilà, avec une agitation qui va se transmettre de proche en proche. Convection, ben, il va y avoir transfert de matière, c'est-à-dire que par exemple de l'air froid va être chauffé, il va devenir moins dense que l'air froid en bas, une fois réchauffé, il va monter en haut de la pièce, il va se refroidir et va s'établir un mouvement de convection. Et ensuite, dernier mode de transfert thermique, il y a le rayonnement. Donc la résistance thermique, eh ben, c'est la capacité qu'a le matériau à s'opposer à ces transferts thermiques, quel que soit leur mode de transfert. Donc elle se calcule ainsi avec l'épaisseur ici qui est exprimée en mètres, lambda qui est la conductivité thermique et S la surface, exprimée en mètres carrés évidemment. Donc c'est assez logique comme grandeur. Plus l'épaisseur va être importante, et plus on aura une résistance thermique importante. Ça, tu le fais naturellement, par exemple, quand tu vas rajouter des épaisseurs de laine de verre pour isoler ta maison ou ta toiture. Lambda, c'est la conductivité thermique, c'est la capacité qu'a un matériau à transférer l'énergie sous forme thermique, et essentiellement dans ce cas-là sous forme de conduction. Ok. Voilà, donc ça c'est pour la résistance thermique. Donc ça c'est une grandeur à maîtriser. Ensuite, le flux thermique. Ça, c'est l'énergie qui est transférée à travers une paroi par unité de temps. Son expression, c'est Q sur delta T. Q, c'est une énergie qui va être exprimée en joules, et delta T, une unité de temps, une durée qui va être exprimée en secondes. Voilà, mais évidemment, ce flux thermique va dépendre de la capacité qu'a la paroi à s'opposer à ce transfert thermique. Si on a une paroi dont la résistance thermique que l'on vient d'aborder est faible, et ben le flux thermique va être important. Donc ça, c'est assez logique que ce flux thermique, il dépende aussi de la résistance thermique du matériau. Ensuite, le flux thermique, il va aussi dépendre de l'écart de température qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur du matériau, tout en sachant que les transferts thermiques se font toujours des zones chaudes vers les zones froides. Ça, c'est une autre grandeur, c'est une autre chose à bien maîtriser dans ce chapitre-là. Donc finalement, il y a trois formules. Hein. Comment déterminer la résistance thermique, comment déterminer le flux thermique, pardon, excuse-moi, et avec ces deux formules qui sont ici. Donc bien souvent, tu verras dans les exercices, on sera obligé d'égaliser ces deux formules. Alors, on passe à la première question. Déterminer par une analyse dimensionnelle l'unité d'une résistance thermique. Donc, défaire une analyse dimensionnelle, c'est déterminer une unité. Alors, pour ça, on va prendre l'expression de la résistance thermique et les unités de chacune des grandeurs qui sont utilisées, à savoir l'épaisseur, la conductivité thermique et la surface. Donc là, dans le sujet, tout est rappelé, il n'y a plus qu'à les recopier. Simplement, attention au formalisme, ici, on va mettre entre crochets RTH, résistance thermique. Quand on le met entre crochets, ça veut dire unité. Okay, donc laisse pas juste RTH, parce que ça serait la valeur. À partir du moment où on l'a mis entre crochets, ça veut dire que tu considères l'unité. Donc ici, on va évidemment avoir l'unité d'épaisseur, la conductivité thermique ici, et la surface exprimée en mètres carrés, ce qui nous donne une unité pour la résistance thermique en Kelvin Watt-1. Donc pour une surface donnée à isoler, expliquer qualitativement dans quel sens doivent évoluer les caractéristiques d'une paroi pour augmenter l'isolation de l'habitation. Là c'est pareil, tu prends la formule. À surface fixe, on doit augmenter l'épaisseur et diminuer la conductivité thermique pour isoler une paroi. Calculer la résistance thermique des murs extérieurs en précisant l'unité. Alors cette résistance thermique, elle s'ajoute. Okay, si tu as un mur en brique qui est doublé d'enduit, qui est ensuite doublé de laine de verre et puis d'un parement en bois, il faut ajouter la résistance thermique de chacune de ces parois. Donc là, on nous demande de calculer la résistance thermique des murs extérieurs. Alors je prends le petit tableau qui est associé
à l'exercice. On nous donne la surface, 85 mètres carrés, et ici on a les épaisseurs de chacune des parois. Donc 1,5 cm de plate, 5 cm de briques, 6 cm de panneau de liège, 20 cm de briques creuses et un enduit de 2,5 cm. Et on nous donne les conductivités thermiques ici. Donc il n'y a plus que finalement à faire la sommation de tous ces matériaux isolants pour déterminer la résistance thermique totale. Donc là c'est la formule, 1 sur S étant la surface, des épaisseurs sur les lambda I. Et j'applique la formule, attention quand même aux unités, parce que les épaisseurs tout à l'heure elles étaient données en centimètres, donc là il faut bien les convertir en mètres. Ok, les conductivités thermiques elles étaient données dans les bonnes unités, ce qui me donne une résistance thermique de 0,023 Kelvin Watt-1. Pour obtenir une bonne résistance thermique identique à celle des combles, quelle devrait être l'épaisseur, la valeur de l'épaisseur d'une couche de laine de verre de conductivité thermique? Alors on me la donne, la conductivité thermique de la laine de verre, mais là je ne l'ai pas affiché sur le diaporama. Donc la résistance des combles, résistance thermique des combles, on est à 0,053 Kelvin Watt-1. Donc ça c'est une grandeur que j'ai. On me demande l'épaisseur, j'ai le lambda de la laine de verre et on a la surface de 79 mètres carrés. Donc j'ai plus qu'à isoler E. Donc j'isole E algébriquement et je tombe sur 0,16 mètres, à peu près une épaisseur de 16 cm, ce qui est à peu près logique en termes de grandeur. Maintenant, on va s'intéresser au transfert thermique. La question 1.5.1, ici, elle est très récurrente dans les sujets type bac. Préciser dans quel sens effectuer les transferts thermiques. On va toujours des zones chaudes vers les zones froides. Si tu as vu la petite animation de C'est pas sorcier sur le cuivre, tu as vu que cette agitation se transmettait de proche en proche dans le cas de la conduction thermique et qu'on va toujours des zones chaudes vers les zones froides. Ok, calculer l'énergie transférée par un poêle à bois pendant une journée. Alors là, pour le coup, on a les formules des deux flux thermiques, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les deux formules des flux thermiques avec l'énergie Q qui est ici, le delta T qui est là, et on va égaliser ces deux flux thermiques. Donc si on égalise ces deux formules, on se retrouve avec le QV du poêle, c'est l'énergie que va fournir le poêle sur une durée d'une journée. L'écart de température, il est fourni, la température intérieure est de 19 degrés et celle de l'air extérieur est de 4 degrés, donc on a quand même un bel écart de température. La résistance thermique totale, elle m'est donnée à 0,10. Le delta T, j'oublie pas de le convertir, excuse-moi, en secondes, ok, 24 x 3600, 24 heures x 3600 secondes, ce qui me donne 13 mégajoules pour ce flux thermique. Bon, la température dans la maison, elle reste constante. Donc ça veut dire que le poêle à bois va compenser exactement les pertes à travers les vitrages, la toiture et les murs. Donc les besoins en énergie de cette maison sur une journée équivalent à 130 mégajoules. Maintenant, on va essayer de regarder si cette maison elle est passive. Donc tous les jours, il nous faut 130 mégajoules. Donc assez logiquement, on va multiplier ces 130 mégajoules par la durée de fonctionnement du poêle à bois, à savoir 100 jours. Et on va le diviser par 3,6 10 puissance 6. Pourquoi on le divise par 3,6 10 puissance 6 ? Je te rappelle, au tout début de l'exercice, on a vu que 1 kWh, c'était égal à 3,6 mégajoules. Donc 3,6 10 puissance 6 joules. Donc si on veut convertir cette énergie en kWh, ça nous donne les besoins énergétiques de la maison total sur une année pour le chauffage de 3611 kWh. Maintenant on va déterminer par unité de surface. On divise par la surface de la maison qui est de 68 mètres carrés, ce qui nous donne 53 kWh par mètre carré et par an. Ce qui est bien au-dessus du critère de passivité qui était fixé à 15 kWh par mètre carré et par an pour une maison passive. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à un peu mieux aborder cet exercice et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.